Okay. Um, let's D'accord, start commençons par with cette fuite de discussion sur Signal. Commençons par là, car c'est un événement assez extraordinaire. Ce qui est incroyable, c'est plusieurs choses. Premièrement, bien sûr, ils ont utilisé Signal, que même le Pentagone lui-même a officiellement déconseillé, en avertissant ses propres employés de ne pas l'utiliser, car il est vulnérable aux hackers russes. C'est ce que l'annonce du Pentagone disait. Et puis, pendant tout ce temps, ils ont eu une réunion qui était censée être de 17 personnes. Mais il y en avait 18. Vous savez, avec une personne en plus, et personne ne l'a remarqué. Je trouve cela assez extraordinaire. C'est Mike Walzer qui l'a fait entrer, et non seulement il n'y a pas réfléchi à deux fois, mais personne d'autre pendant la réunion non plus. Et puis quand tout cela s'est produit, il semble que personne n'était au courant de ce qui s'était passé jusqu'à ce qu'il en écrive lui-même. Donc, tout cela, peut-on dire, est une grave violation de la sécurité, n'est-ce pas? So the whole thing, can we say it's a serious security breach, isn't it? It is a very serious security breach. I mean, C'est une violation de sécurité très grave. Je veux dire d'ailleurs, Signal, juste pour dire, était à l'origine un système russe. Donc je ne dis pas que ça signifie que les Russes peuvent simplement casser le cryptage, mais probablement qu'ils ont une bonne compréhension de son fonctionnement. Et il n'est clairement pas sécurisé. C'est un système commercial. Maintenant, il y a environ 2 semaines, il se trouve qu'on m'a fourni une description complète des protocoles de sécurité pour les communications au sein du Kremlin. Ils sont incroyablement détaillés et montrent ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Je vais supposer que les protocoles de sécurité à Zhongnanhai sont au moins aussi stricts. Utiliser quelque chose comme Signal semble absolument bizarre. Tellement bizarre que je commence à me poser des questions. Maintenant, je ne sais pas cela. Ce que je vais dire maintenant, je ne le sais pas avec certitude. Mais c'est mon hypothèse. C'est une supposition, et je veux souligner que ce n'est qu'une supposition. Mais je me demande si cela était aussi négligent que cela en a l'air. Si quelqu'un a pris la décision de divulguer des informations sur cette réunion à Jeffrey Goldberg, utiliser un réseau de communication du gouvernement américain aurait probablement été illégal. Cela aurait certainement été illégal pour Goldberg de le faire. C'est pourquoi ils ont décidé d'utiliser Signal. Et Goldberg, qui est largement supposé avoir des liens avec les services de renseignement israéliens, aurait apparemment été soldat dans les forces de défense israéliennes à un moment donné. Il aurait évidemment un intérêt à savoir ce que faisaient les Américains au Yémen, qui étaient pour et qui étaient contre. Et il était là, essentiellement, pour suivre la discussion de cette manière, afin que Jérusalem puisse être tenue informée. Mais quelqu'un a ensuite réalisé que parce que son nom était mentionné, le fait qu'il était impliqué dans la discussion finirait par être remarqué. Une décision a donc été prise de publier rapidement un article dans The Atlantic à propos de cet incident afin de donner à Goldberg lui-même et à la personne qui a organisé cela une protection du premier amendement. Parce qu'alors, cela devient une histoire médiatique. Le premier amendement dit que vous ne pouvez pas interférer avec ce que fait la presse. Et c'était peut-être vraiment de cela qu'il s'agissait. En d'autres termes, ce n'était pas aussi innocent et simplement de l'incompétence que cela en a l'air. Et qui a fait cela? Je ne sais pas. Mais étant donné que cela vient de Mike Walsh, cela pointe vers quelqu'un au sein du Conseil de sécurité nationale. C'est ma théorie à ce sujet. Mais en mettant cela de côté, je ne peux pas imaginer que si quelque chose comme cela avait été tenté au Kremlin ou à Zhongnanhai, quelqu'un ne l'aurait pas remarqué immédiatement. Ils auraient dit un instant, que faisons-nous en utilisant Signal? Et qui est ce type, Goldberg? Et que fait-il ici? Je pense que vous pouvez donner le genre d'interprétation que je viens de faire, mais cela n'altère pas le fait que cela ressemble à une faille de sécurité extrêmement grave. Cela suggère un gouvernement qui est essentiellement dirigé par des amateurs.
a government that is basically run by amateurs. Yeah, that's what I Oui, oui, c'est ce que je dirais. En Chine, vous savez, bien sûr, beaucoup de gens soulignent qu'ils parlent de Huawei comme d'une menace pour la sécurité nationale, TikTok comme d'une menace pour la sécurité nationale, tout ce qui concerne la Chine comme une menace pour la sécurité nationale. Ici, vous avez la réunion de sécurité au plus haut niveau. Cela devrait être des informations très, très hautement classifiées, et ils en parlaient, et pourtant, vous avez fait cela si décontracté. Alors, qu'est-ce que vous faites, les gars? N'est-ce pas? C'est la partie ironique, je pense. Oui. Mais vous avez tout à fait raison à ce sujet. Et les personnes dans les médias chinois et sur les réseaux sociaux qui le disent ont également tout à fait raison. Les Américains ont une approche complètement imprudente des informations sensibles. Je veux dire, l'Amérique fuit comme une passoire. Nous savons tous que c'est le cas. Oui, je pense que Greenwald a souligné que d'une part, beaucoup de choses sont très secrètes, n'est-ce pas? Comme la durée pendant laquelle ils ont gardé les dossiers Kennedy secrets. Même des choses, quand vous les lisez, certaines ne sont vraiment pas si importantes, mais ils les ont gardées secrètes. D'autre part, ils continuent de divulguer des choses que l'on penserait être hautement classifiées, mais ils continuent de le faire pour les raisons qu'ils ont, n'est-ce pas? Il y a donc une contradiction dont le gouvernement américain se comporte en matière d'information de sécurité. Oui. Oui, parce que son approche de l'information est très manipulatrice. Je veux dire, ils divulguent ce qu'ils appellent des informations classifiées, afin de manipuler essentiellement l'opinion. Et donc ils jouent ce jeu constant de nous donner des bribes d'informations qu'ils disent obtenues secrètement. Et ensuite, ils ne nous disent pas vraiment grand-chose sur la façon dont elles sont obtenues. Et clairement, ils informent aussi leurs soi-disant amis. Et ce qu'il faut comprendre à propos du gouvernement américain, c'est que ce ne sont pas des amis de la même manière que nous avons, que la Chine a, que la Russie a. C'est juste, vous savez, des gens qui se connaissent. Il y a un soutien ardent pour Israël dans certains endroits. Et Goldberg peut être vu comme un officier du renseignement israélien. Mais cela rend d'autant plus important pour certaines personnes qu'ils participent aux discussions. Ainsi, l'Amérique fonctionne d'une manière complètement différente de toute autre capitale, de toute autre grande puissance. C'est assez bizarre. C'est très difficile à comprendre pour les étrangers. Et bien sûr, les absurdités, les incohérences, l'imprudence impliquée, et l'hypocrisie aussi. Je veux dire, vous parlez de Huawei. Je veux dire, ça pue jusqu'au ciel, mais c'est comme ça. Oui, juste pour que vous sachiez, j'ai lu un article il n'y a pas si longtemps sur la façon dont ils ont démantelé et retiré les stations de base Huawei. Il s'avère que Huawei avait déjà construit entre 5 000 et 6 000 stations de base aux États-Unis lorsque cette interdiction de Huawei a eu lieu. Donc, le gouvernement, je pense que c'était la première administration Trump, donnait de l'argent aux entreprises de télécommunications parce que cela leur coûtait de retirer les stations de base Huawei et elles devaient en construire de nouvelles, n'est-ce pas? Madame. Et cet argent s'est rapidement épuisé. Donc, quand je lisais l'article, probablement il y a 6 mois, seulement 3 à 400 stations de base avaient été retirées. Donc, moins de 10% des stations de base Huawei. Le reste, autant que nous le sachions, est toujours là et en service. Donc, ils ne peuvent pas vraiment croire que c'est une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Si c'est l'attitude, c'est ainsi qu'ils mettent en œuvre cette interdiction, n'est-ce pas? Je pense que c'est tout à fait juste. Cela a parfaitement du sens pour moi. Je veux dire, beaucoup de ce qui se passe actuellement en Occident, ce sont juste des politiciens, des gens qui ont très peu de compréhension de ces choses
qui prennent des décisions, rédigent des ordres, sans vraiment réfléchir très loin ou très longtemps à ce qu'ils font exactement. About what it is exactly that they're doing. We did get some information from this chat. Nous avons obtenu quelques informations de cette discussion que je trouve intéressante. L'une d'elles est que Vance a en quelque sorte protesté un peu, pensant que ce qu'il a dit était bien seulement 3% du transport américain. Vous savez, le fret passe par la mer Rouge. Oui, cela ne nous affecte pas vraiment tant que ça. D'un autre côté, les Européens, 40% de leur fret passe par le canal de Suez. Alors pourquoi faisons-nous cela pour les Européens? Donc, il est contre ce bombardement, n'est-ce pas? Et puis, Pete Hegseth dit, eh bien, nous devons quand même le faire. Et il semble qu'à la fin, ils ont convenu que les Européens doivent payer pour cela ou quelque chose du genre. Quelle est votre opinion à ce sujet? What is your view on that? Well, it was a completely Eh bien, c'était une discussion complètement frivole, une décision si importante. On nous dit que le président a déjà pris la décision, mais remarquez qu'ils ne participent même pas. Ils se réunissent tous, ils proposent tous, vous savez, des idées spontanées. Personne ne s'assoit vraiment. Je veux dire, cela montre encore une fois à quel point le gouvernement américain est un endroit complètement amateur. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit différent avec n'importe quelle autre administration. Je ne pense pas que les choses étaient plus organisées sous Biden ou Clinton ou Bush ou les deux Bush ou Obama ou n'importe qui. Je veux dire, ce sont juste des décisions prises, sans aucune réelle considération ou sans aucune réflexion appropriée. Vance, qui me semble être la personne la plus intelligente dans la pièce, dit « Je pense que c'est une erreur ». Mais il est très réticent à s'opposer au consensus. Il dit qu'il suivra le consensus. Il avance cet argument selon lequel, vous savez, ce sont les Européens qui en bénéficient, pas nous. Alors pourquoi les laissons-nous profiter de nous gratuitement? Ce qui est un point. Mais ce n'est sûrement pas le point le plus important ou pertinent à propos de tout cela. Je veux dire, encore une fois, je ne peux m'empêcher de penser que les gens à Zhongnanhai et au comité permanent et au politburo et tout le reste et au secrétariat et tout cela lisent et regardent cela. Ils diront, vous savez, est-ce le genre de gouvernement avec lequel nous devons traiter? Je veux dire qu'ils prennent des décisions comme ça, essentiellement en improvisant. Cela doit être très très préoccupant. Vous vous seriez attendu à au moins une semaine de discussions substantielles et détaillées, des responsables militaires convoqués, une véritable discussion appropriée sur la façon dont cela est fait. Mais non, en Amérique, les choses ne se font pas de cette manière, plus maintenant. Oui, c'est un point que certains de mes spectateurs ont également soulevé lorsque j'en discutais avec eux sur la légèreté avec laquelle toute la décision a été prise. Nous parlons de bombarder un autre pays, ce qui est une question de vie ou de mort. Et ils ont ensuite bombardé le Yémen et il y a eu des femmes et des enfants tués. D'accord, donc ils discutaient de vie ou de mort, mais ils ont pris toute l'affaire très à la légère. Exactement. Donc, oui, je suis d'accord. C'est presque effrayant de voir à quel point ils parlent facilement de bombarder un autre pays. Oh, nous n'avons pas besoin d'attendre un mois de plus, ce sera la même chose. Et puis, c'est comme... D'accord, je suis le consensus. Eh oui. Absolument. Et puis des emojis sont utilisés et tout ça. Je veux dire, tout cela est un comportement très inapproprié. Mais comme je l'ai dit, je ne pense pas que ce soit différent avec quelqu'un d'autre. D'ailleurs, je ne pense pas que ce soit très différent à Londres non plus. Juste une seconde. Une autre chose est à quel point ils détestent les Européens, ce qui est intéressant. Voici ce que J.D. Vance a dit. Je déteste simplement renflouer l'Europe à nouveau. Et Pete Hegseth dit « Je partage pleinement votre dégoût pour le parasitisme européen. » C'est pathétique. Les Européens, je veux dire, vous en avez parlé la dernière fois, n'est-ce pas, que Trump pense que les Européens ne sont que des parasites et des assistés, comme ce genre de
Il les méprisait aussi, et apparemment son équipe de sécurité nationale pense de la même manière. Les Européens savent-ils comment ils étaient? Vous savez comment les Américains pensent d'eux, vous savez, en les méprisant autant. Well, they do now. Eh bien, ils le font maintenant, ou du moins, ils le font de plus en plus maintenant. Je veux dire, les médias britanniques ont largement couvert cela, et il y a un fort sentiment de choc à ce sujet. Ce n'est pas nouveau d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu ce courant de pensée de longue date aux États-Unis, selon lequel, vous savez, les Européens profitent gratuitement des États-Unis. Ce qui n'est jamais reconnu, c'est la mesure dans laquelle l'Europe a sacrifié ses propres intérêts en suivant constamment ce que faisaient les Américains. Si les États européens n'avaient pas été si soumis aux politiques américaines pendant si longtemps, ils auraient pu avoir des politiques complètement différentes concernant le Moyen-Orient, ce qui aurait évité ce type de crise dans la mer Rouge que nous observons. Les Américains sont totalement aveugles à cela, en fait. Oui, les Européens sont faibles et ils ne sont pas capables de faire grand-chose et ils ne peuvent pas vraiment se joindre à ce que font les Américains. Mais en fin de compte, la raison pour laquelle nous avons ces crises n'est pas à cause des Européens, mais à cause des Américains eux-mêmes. Ouais. Et je ne peux m'empêcher de penser par exemple au Danemark. Le Danemark a fait tout ce que les États-Unis voulaient qu'il fasse. Je pense qu'ils font probablement aussi partie du bombardement de Nord Stream, ou du moins qu'ils aident à le dissimuler. Qu'est-ce que le Danemark obtient? En ce moment, ouvertement, Trump veut le Groenland. Imaginez, juste si la Russie disait ça. Vous, Danemark, je veux prendre le Groenland. Quelle réaction allez-vous obtenir, n'est-ce pas? Et ici, vous avez les États-Unis qui disent ouvertement « je veux le Groenland ». Et pourtant, vous savez, le Danemark fait tout cela pour aider les États-Unis. Qu'est-ce que cela apporte au Danemark? Je ne comprends pas. Eh bien, ils n'obtiennent pas grand-chose. Je veux dire, autrefois, disons dans les années 1950, on pouvait soutenir qu'il y avait beaucoup de valeur dans la relation pour l'Europe, du moins pour l'Europe occidentale. Je veux dire, ils étaient protégés du socialisme, dont bien sûr ils s'inquiétaient. Ils ne voulaient pas que le socialisme s'étende à eux. Certainement, la classe moyenne européenne était opposée au socialisme. Donc, les Américains les protégeaient de tout cela. L'Amérique a effectivement organisé un boom économique en Europe dans les années 50 parce qu'elle avait besoin que les Européens soient riches afin qu'ils puissent mieux résister au socialisme et tout cela. Donc à ce moment-là, on pouvait soutenir qu'il y avait un bénéfice mutuel dans la relation. Mais au cours des 15, 20 dernières années, remontant peut-être au début des années 2000, il est de plus en plus clair que la relation est devenue complètement déséquilibrée et que les Européens n'en retirent pas grand-chose. On leur demande constamment de sacrifier leurs propres intérêts. Nous avons une crise économique qui s'aggrave en Europe et cela est profondément lié à la relation que nous avons avec les Américains. Les Américains deviennent plus agressifs envers nous et plus prédateurs. Mais nous n'avons plus les institutions politiques qui nous aideraient à résister. Donc je ne pense pas que nous obtenions grand-chose. Je pense que les Américains en ont assez de nous et ne nous aiment pas. Et logiquement, nous devrions l'être aussi. Nous devrions décider de nous tenir sur nos propres pieds, redécouvrir la diplomatie, engager le dialogue avec la Russie, évidemment, car c'est notre voisin, et engager le dialogue avec la Chine, car c'est la puissance économique et technologique montante. Nous pouvions faire toutes ces choses autrefois, lorsque nous étions dirigés par de vrais leaders, des personnes comme Charles de Gaulle, par exemple, qui fut le premier leader européen important à établir des relations diplomatiques avec la Chine dans les années 1960.
Lorsque nous étions dirigés par des personnes comme cela, nous aurions saisi cette chance. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parce que nous avons des personnes qui ne sont plus des leaders au sens véritable du terme. Not leaders in any meaningful sense anymore. Nous en avons déjà parlé. Il semble que la guerre froide soit terminée et il semble que l'Europe soit la perdante. En fin de compte, l'Europe est la perdante de la fin de la guerre froide, n'est-ce pas? Yes. Yes.